Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Dr Michèle Tardy, chirurgienne plastique et esthétique. Michèle Tardy reconstruit des corps que le cancer a abîmés. Elle fait aussi de la chirurgie esthétique pour améliorer le bien-être des personnes qui en éprouvent le besoin. Si son nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous l'avez vu dans toute son humanité au cours de plusieurs épisodes de la populaire émission De garde à 24/7 diffusée à Télé-Québec. Bonjour, Dr Michèle Tardy. Bonjour Marjorie. Bienvenue à Vivement les femmes et merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi. Ah, ben super, parce que on le dit tout de suite, on se connaît. Donc alors, on va se tutoyer, ça va être assez convivial. Alors, j'ai eu le plaisir de te recevoir, si tu te souviens, à une émission qui avait pour titre « Faire la paix avec ses seins ». Alors, tu étais venue comme spécialiste en reconstruction à ce moment-là. Mais aujourd'hui, moi, je voulais aller encore plus loin pour découvrir la femme que tu es devenue et d'où tu viens, etc. Parce que on veut tout savoir, les études, etc. Donc, alors, on va commencer nos questions par dire déjà, tu as été formée au Québec et au Mexique. Oui, absolument. Oui, alors, et puis détentrice d'un doctorat en médecine avec une spécialisation en chirurgie plastique et une surspécialisation en reconstruction post-cancer et chirurgie esthétique. Oui, absolument. Voilà. Alors, ça fait quelques années d'études. C'est ça, exactement. Puis tu exerces ton métier depuis plus de 15 ans? Depuis 2006, en fait. J'ai reçu mon permis du Collège des médecins en 2006. En 2006. Alors, de nombreuses années d'expérience. Donc, maintenant, avant de venir à l'image maintenant de la femme que tu es, où tu as vécu, quelle a été ton enfance? Alors, je suis originaire d'un petit village en Gaspésie, sur la partie de la Gaspésie qui n'est pas sur le bord de l'eau, donc dans la vallée de la Matapédia, un petit village qui s'appelle Cozapscal. OK. Ma famille est encore toute dans la région là-bas. Mm-hmm. Et je descends à plusieurs occasions. J'essaye de garder un lien avec ma région. En fait, je suis très fière d'où je viens. Bien oui, bien oui. Moi, c'est la première fois que j'entendais le nom, puis je ne vais même pas le répéter parce que je bute dessus. Cozapscal. Alors, donc, alors, c'est ça. Et puis, les parents, comment que tu es arrivée à faire le choix d'être chirurgienne? En fait, je sais depuis toute jeune que je voulais devenir médecin. OK. Quand j'avais environ 10 ans, j'ai été malade. J'ai été hospitalisée. OK. Je me sentais vraiment pas bien, mais à chaque matin, il y a un grand monsieur qui venait avec un sarrau blanc, qui venait s'asseoir sur le pied de mon lit, qui prenait 10 minutes, 15 minutes pour jaser avec moi, puis ça me faisait me sentir bien. OK. Me sentir mieux. Cette personne-là, c'est Dr Pierre Bornet, qui travaillait comme médecin à l'hôpital d'Amqui. OK. Et puis, je me dis, tiens, moi aussi, plus tard, je veux faire du bien à des gens. Ça s'est mis à germer à partir de ce moment-là. Puis j'ai orienté mes efforts pour arriver à avoir les résultats scolaires suffisants, pour faire toutes les étapes, puis finalement rentrer en médecine. Exactement. Atteindre mon objectif. C'est ça, mais c'est quand même tôt parce que c'est à 10 ans. Et puis, donc là, tu savais aussi qu'il fallait être studieuse. Est-ce que tu étais studieuse? J'ai toujours une facilité quand même à l'école. J'ai mis un effort supplémentaire quand je te dirais secondaire 4, secondaire 5, parce que les notes deviennent encore plus importantes. Mais je l'avais facile. OK. Ça n'était pas un effort pour moi. Puis j'ai toujours aimé apprendre des choses, étudier, m'intéresser à différentes choses. Donc, Je pense que c'est une combinaison des deux. Oui, c'est ça. Puis parfois, avant d'entrer à l'université, on essaye certaines choses. Toi, t'es rentrée directement, c'était très clair. Non, c'était très clair, mais la compétition était particulièrement féroce. J'ai fait mon cégep. Je suis partie de ma petite région pour m'aller faire mon cégep
au collège de Matane. Ah oui, OK. Et puis, on était un beau petit groupe soudé. On travaillait fort, tout le monde ensemble. Donc, ça l'a miné un peu ma cote R, qui était très limite. Donc, la première année, je n'ai pas été demandée pour aller faire les entrevues en médecine. Oui, OK. Je me suis tournée vers mon deuxième choix. J'ai commencé un bac en biochimie que j'ai terminé. Ah oui, d'accord. Et à la fin de mon bac en biochimie, après avoir bien performé pendant le bac, et puis commencé une maîtrise aussi en même temps, finalement, j'ai été invitée pour les entrevues et j'ai été acceptée. OK. J'ai pris à ce moment-là la décision de terminer ma maîtrise en même temps que je commençais mes études en médecine. Parallèlement? Oui. Ah, ben tu l'avais vraiment facile, hein? Et puis, alors, il y a cette spécialisation aussi par la suite. Donc, alors, maintenant, tu es en médecine. Comment tu vas faire le pas vers la chirurgie? Comme j'avais déjà un bac, je me disais, je vais devenir médecin de famille parce que ça faisait quand même plusieurs années d'études. Voilà, ouais. Donc, on parle des 5 années de préclinique et d'externat. Puis, je me disais, 2 années de résidence, je vais terminer ma médecine à 28, 29, 30 ans. Oui. Ça va être correct. Mais pendant les stages d'externat où on se promène d'une spécialité à l'autre, vient un moment, un déclic, où on sait qu'on a une personnalité plus chirurgicale ou une spécialité plus médicale. Et c'était clair dans ma tête que j'étais définitivement un type chirurgical. Ah oui, OK. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me bats contre ce que je suis ou je suis ma voix? Et j'ai décidé de suivre ma voix. Wow. Voilà. Ah, ben c'est génial. Puis donc finalement, avec ces choix-là, t'as jamais eu une crainte de pas réussir? T'étais motivée par quoi? J'étais motivée à aider les gens puis me sentir utile. Me sentir utile, me lever le matin puis avoir l'impression que je fais du bien. Puis ma profession m'apporte ça. Oui. M'apporte ça à chaque jour. Oui, en effet, c'est ce qu'on va voir plus loin. Michèle Tardy, tu as différents champs de spécialisation en tant que chirurgienne. Est-ce que tu peux nous les décrire, les chirurgies que tu fais et tout ça, et toutes ces spécialisations-là? Je sais que tu fais aussi de la chirurgie de la main, donc c'est quand même des champs différents. Faut savoir que la chirurgie plastique est un domaine excessivement large. Donc, on couvre beaucoup de spécialisations différentes et toutes ces spécialisations-là, on est exposé pendant notre formation à chacune de ces spécialisations-là. OK. On connaît malheureusement seulement la portion plus esthétique de la chose, mais il y a plein d'autres volets, dont la chirurgie des brûlés, la chirurgie de la main, la chirurgie crânio-faciale, la chirurgie de reconstruction post-cancer, la chirurgie des nerfs. Ce sont tous des domaines qu'on touche et que dans notre pratique de base, on fait un peu de tout. OK. Et pour travailler en centre universitaire, on nous demande d'avoir une surspécialisation en quelque chose. D'accord. Donc, c'est dans ce contexte-là que je suis partie une année au Mexique pour aller me former en reconstruction post-cancer et en esthétique. OK, d'accord. Donc, alors, finalement, en tant que chirurgienne, tu peux faire des chirurgies sur un peu tout le monde, dépendant de la zone ou... Pas dépendant de la zone. La beauté de la chirurgie plastique, c'est qu'on opère sur l'ensemble du corps. Du corps, OK. Donc, ça prend une connaissance anatomique poussée de l'ensemble du corps. Et puis ça fait beaucoup de diversification. Oui, tout à fait. Donc, les journées, c'est jamais juste des seins.
juste des mains, juste des plaies ou juste des brûlés. Ouais. On a une variété stimulante. Puis là, quelle chirurgie dans tout ça, selon ton expérience, qui a été plus difficile, que tu trouves ou qui demande plus de minutie? En fait, tout ce qui est reconstruction post-cancer avec de la microchirurgie. OK. Ça demande vraiment plus de dextérité fine. C'est physiquement plus demandant, plus difficile. C'est des chirurgies qui sont beaucoup plus longues. OK. Et puis, il y a toujours un moment où on est sous microscope à brancher des petits vaisseaux ensemble avec des vaisseaux qui font 1 mm, 1 mm et demi, avec des fils qui sont plus petits qu'un cheveu. C'est ça. Donc, ça demande des efforts physique aussi. Mais aussi beaucoup de concentration. Exactement. Puis quand tu es en salle d'opération, tu es toujours accompagné d'autres chirurgiens? Pas toujours. Okay. Pour les gros cas, on essaie d'être plus d'un chirurgien pour être capable de discuter des complications au fur et à mesure, puis pour se donner une pause mutuellement. Quand je parle d'une chirurgie qui dure entre 12 et 18 heures, évidemment, on a besoin d'aller prendre une petite bouchée à un moment. C'est que la chirurgie continue avec l'autre chirurgien parallèlement. D'accord. Quand c'est des chirurgies qui sont plus courtes, je parle des chirurgies de 6 à 8 heures. À ce moment-là, on les fait habituellement seuls. Ça, c'est plus court pour toi? Oui. 6 à 8 heures. OK. Ben oui. Est-ce que tu nous as parlé un peu de toute la complexité au niveau de la reconstruction, au niveau des seins, mais est-ce qu'il y a une partie du corps qui est beaucoup plus difficile à opérer? Pas pour moi. Ah oui, hein? Je te dirais, avec l'expérience et le temps, je suis assez à l'aise un peu partout. Là. Dans tout. Wow! C'est impressionnant. Donc, là, j'aimerais savoir, parce que tu as travaillé plusieurs années dans le milieu hospitalier. Puis, je sais que pour toi, l'approche humaine orientée vers le bien-être et le confort des patients, c'est quelque chose qui est important pour toi. Absolument. Lorsqu'on sait de ce qui se passe dans les milieux hospitaliers et tout, comment que tu arrives à concilier un peu ce que tu veux donner aux patients, le temps, avec ce qui est demandé ou ce que tu peux faire en milieu hospitalier. Est-ce que tu te sens un peu des fois confrontée? Je te dirais que on se le cachera pas. Depuis la pandémie, il y a eu une détérioration importante au niveau du climat, de l'ambiance, de l'accessibilité aux plateaux techniques. Pour nous, les plateaux techniques, c'est la salle d'opération, évidemment. Bien sûr. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi tout est si compliqué, mais c'est vraiment plus demandant et exigeant. J'essaye autant que possible de laisser de côté cette portion-là pour me concentrer sur mon patient puis prendre du temps avec lui. J'essaie de le traiter comme si c'était quelqu'un de ma famille, ou comme si c'était moi qui étais malade. Comment j'aimerais qu'on me parle, comment j'aimerais qu'on m'explique, comment j'aimerais qu'on prenne le temps. J'essaie de le faire, quitte à être un petit peu en retard, puis à subir les foudres de l'autre côté. C'est ça, certains patients plus impatients. Mais en fait, j'essaie de donner la juste part à tout le monde. À tout le monde, c'est ça. C'est la seule façon que j'arrive à me sentir bien à la fin de la journée. Oui. Donc, je suis obligée de respecter cette chose-là par honnêteté envers moi-même. Exactement, que tu sois fidèle à toi-même avec tes valeurs, ce que tu veux, ce que tu prônes comme valeur aussi. Donc, avec tout ça, on est encore dans le milieu hospitalier et maintenant, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat en fondant ta clinique, la clinique Maderma. Alors, pourquoi tu as ressenti ce besoin-là de... Parce que je ne suis pas, l'hôpital n'arrive pas à m'occuper à chaque jour. Je comprends. Parce que je n'ai pas de plateau technique, parce que je peux pas concevoir avoir fait 15 années d'université pour m'asseoir dans mon salon parce que je peux pas travailler. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas rendre service et rendre d'autres gens heureux si je suis capable de le faire. Alors, l'idée de la clinique, c'est ça. Remplir les temps qui ne sont pas occupés par l'hôpital. Puis, on se le cachera pas. Un jour, je commence à vieillir. J'ai plus d'expérience. J'ai un moment, je voudrais ralentir.
Alors, ça sera probablement une façon de terminer tranquillement une carrière. Tranquillement, oui, je vois. Dans une journée type, donc tu as ta clinique privée et tu as l'hôpital. Comment tu arrives à avoir du temps pour tout ça? Bien, en fait, c'est une question de planification. Oui. On reçoit les horaires opératoires et les horaires de clinique externe quelques mois d'avance. OK, d'accord. On remplit les blocs avec ça. Puis les journées qui restent, bien, je suis à la clinique. Voilà. OK, d'accord. Avec le docteur Michel Tardy. Donc, alors, Michel, la clinique Maderna, vous êtes 3 docteurs. Donc, oui, tu es la fondatrice, oui. Mais il y a 2 autres docteurs féminins. Alors, je me demandais, est-ce que c'était une volonté de servir les femmes par les femmes ou c'est simplement un fruit du hasard? C'est un fruit du hasard pour l'instant. Ah oui, d'accord, oui. Mais c'est certain que ce genre de clinique-là, notre clientèle est beaucoup plus féminine que masculine. Oui. Quoique tranquillement, c'est en train de s'ouvrir un peu plus, de changer avec le temps. OK. Nous sommes 3 présentement. J'ai avec moi une amie dermatologue et une amie qui est chirurgienne générale, qui fait plus de l'intervention pour les varices. D'accord, oui. Ça nous amène une belle complémentarité entre les 3. Ça fait que les patientes viennent pour un problème, en même temps me parlent d'un autre souci. C'est qu'on est capable d'offrir le service à la patiente. À la patiente, OK, d'accord. Sur place avec les 3 spécialités. Oui. Lorsque les femmes viennent à la clinique, qu'est-ce qui les motive d'une part? Souvent, c'est parce qu'il y a un souci, une perception de leur image qui les dérange, un aspect qu'elles veulent améliorer pour se sentir bien et pour se sentir mieux dans leur peau. Que ce soit au niveau des seins, les seins, c'est important pour les femmes, c'est le modèle de la féminité, de la reproduction, c'est quelque chose avec laquelle on vit, mais qu'on séduit. Donc, les femmes, règle générale, ont beaucoup de difficultés avec leurs seins. Ils sont soit trop petits, soit trop gros, soit pas égaux. Oui, c'est ça. Puis, il y a tout le temps un petit quelque chose à améliorer. Puis on peut les aider de ce côté-là. Je te dirais que c'est la même chose au niveau des abdomens, au niveau des contours corporels, chez les patients qui ont perdu beaucoup de poids qui se retrouvent avec beaucoup de peau qui sont pendantes et qu'on peut corriger. Et tous les processus de vieillissement aussi au niveau de la peau du visage. Exactement. Donc, les rides, la peau qui s'affaisse un peu, comment on peut aider à replacer les structures aux bonnes places pour contrer l'effet du temps. Oui, exactement. Puis du bien-être, et puis ça amène aussi au niveau psychologique aussi une meilleure estime de soi. Absolument. Une meilleure assurance. Puis les femmes sont heureuses de dire, sont fières de me dire quand ils reviennent me voir, je suis tellement contente parce que ce que tu m'as fait, ça a l'air naturel. Les gens me disent, ne me disent pas tu viens de passer par une clinique de chirurgie ou une clinique d'injection, mais me disent, les gens trouvent que j'ai l'air plus reposée et que j'ai l'air de me sentir bien. Ah oui. Donc ça, j'ai atteint mon objectif. Oui. Et on sait, et lorsque une femme, je dis femme parce qu'on est tellement plus de penser que ce sont les femmes et peut-être les hommes aussi. Puis d'ailleurs, je voudrais savoir aussi la différence, avant que je pose l'autre question, la différence entre un homme qui vient pour des soins esthétiques et une femme. Alors, le modèle masculin, comment il vient vers ces soins-là?
Parce qu'il y a aussi des choses qui le dérangent. Oui. Parce que son travail avec le public, parce qu'ils ont les moyens de le faire, Oui. parce que ils veulent contrer. L'homme ne vise pas la jeunesse éternelle. OK. L'homme va viser plus une amélioration de leur... Ils veulent garder leurs pas de doigts, Oui. mais on peut les atténuer un peu. D'accord. Pour se redonner une certaine image de jeunesse. Mais le but n'est pas d'avoir l'air de 30 ans. Oui, tout à fait. D'avoir l'air mieux. Oui. Mais ça fait quand même partie des stéréotypes aussi, parce que un homme qui vieillit, c'est toujours beau dans l'ensemble, en tout cas au niveau sociétal, de dire que c'est la sagesse, les tempes grisonnantes, c'est la rondeur. Alors, tandis que pour la femme, on est encore pas très avantagé par la société là-dessus. Absolument. Le vieillissement, nos cheveux blancs, etc. Donc, alors, je peux comprendre cette différence. Donc, actuellement, tu me disais qu'il y a une augmentation au niveau des hommes, mais c'est quelque chose de palpable dans ta clinique? Absolument. Oui. Je dirais qu'au début de la clinique, c'était excessivement rare. Oui. Puis maintenant, j'en ai pratiquement à chaque semaine. Puis souvent, les hommes ne viennent pas d'eux-mêmes. Ah non, OK. Ils vont venir avec leur conjointe, leur épouse. Oui. Puis là, ils vont dire, ben peut-être que moi aussi, je pourrais essayer ça. Puis là, on essaie, puis là, ils se trouvent, j'ai vraiment l'air moins sévère. Oui, j'ai l'air plus reposé. Moi, ça me fait du bien. Et ils reviennent avec le temps. D'accord. Donc, ils sont souvent accompagnés de leur conjointe. Ouais. OK. Puis, et quand ta modèle de patiente qui vient et ce qu'elle demande est irréalisable selon ton constat, comment tu arrives là à lui faire comprendre? Je lui explique les risques, les avantages et les inconvénients. Oui. Évidemment, si je pense que le risque ou que l'atteinte, l'idéal de la patiente n'est pas réaliste, je me réserve tout à fait le droit de refuser d'opérer ou de faire des injections chez les patients. Ça va contre mon serment d'Hippocrate. Ben oui. Ça va. Oui, exactement. C'est la première chose qu'on dit, il ne faut surtout pas nuire. Donc, je ne poserai jamais un geste sur une patiente qui, je pense, ne donnera pas un résultat acceptable. Ça fait que voilà. Ça fait que oui, ça arrive régulièrement, puis je suis convaincue que l'ensemble des plasticiens, c'est la même chose. C'est la même chose, exactement. J'aimerais ça que tu nous précises la différence entre chirurgie plastique et esthétique. Souvent, on ne fait pas le... La chirurgie esthétique est une sous-catégorie de la chirurgie plastique. OK. Je te dirais que ça compte environ 10% de tout ce qu'on fait. OK. Et c'est une chirurgie qui vise à l'amélioration esthétique pure. Donc, elle n'est pas là pour traiter un problème fonctionnel. D'accord. Donc, la chirurgie plastique est la chirurgie qui va traiter un problème fonctionnel avec une amélioration esthétique. OK. Je comprends. OK, d'accord. Donc l'esthétique, elle reste, parce qu'on veut améliorer, mais tandis que plastique, donc dans les chirurgies plastiques, la reconstruction mammaire, absolument. La reconstruction tout genre. En tout genre, ça, c'est vraiment plastique. Mais une abdominoplastie, c'est... Une abdominoplastie est une chirurgie esthétique. Une lipectomie de l'abdomen. Oui. Donc, on va simplement retirer le volume, peut être le pli, dans le fond, le pli en bas de l'abdomen, peut être une chirurgie fonctionnelle si elle sert à régler un problème d'infection récurrent au niveau du pli à cause de l'humidité. Oui. Alors, dans le cas de quelqu'un qui aurait eu une chirurgie bariatrique, qui maintenant a perdu une centaine de livres et tout, là, est-ce qu'il est dans l'esthétique toujours lorsque... Pas toujours. Okay. S'il y a des problèmes fonctionnels qui sont associés, ça peut être couvert par la Régie de l'assurance maladie, mais ce n'est jamais couvert d'emblée. OK. Donc, il faut faire des demandes, envoyer des demandes à la Régie qui sont analysées par la Régie de l'assurance maladie, puis après ça, en fonction de la réponse, on peut procéder ou non à la chirurgie en milieu hospitalier. En milieu hospitalier, OK. Donc, à la clinique Maderma, quels sont les services offerts?
Bien, on a la chirurgie esthétique du sein, de l'abdomen et du contour corporel. D'accord. On a le traitement au niveau du visage, les traitements d'injectables au niveau du visage, soit Botox, soit tout ce qui est remplissage, substances de remplissage comme le Juvederm. Oui. On offre des services en dermatologie. Donc, pour les lésions cutanées, non médicalement requises. Okay. Donc, c'est pas quelque chose qui est couvert par la RAMQ. Par exemple, j'ai un grain de beauté qui est au visage. C'est une lésion bénigne. Oui. Ça ne mérite pas d'être adressé, ça ne mérite pas d'être enlevé parce que c'est pas un problème pour devenir un cancer. Oui. Mais moi, je trouve qu'il est pas beau puis je veux le faire enlever. Ça, c'est couvert. Okay. Ça fait partie des services qu'on offre. Les varices. Ouais. Ah oui, OK, d'accord. Ouais. Alors, franchement, vous avez quand même une belle palette de services. Absolument. Pour hommes et femmes. Pour hommes et femmes. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec moi, Dr Michèle Tardy, chirurgienne plastique et esthétique, spécialiste en reconstruction et fondatrice de la clinique en soins médico-esthétiques Maderma. Donc, Michèle, j'aimerais aller là avec toi au niveau des seins, parce qu'on en a parlé déjà. Est-ce qu'on entend souvent des histoires d'horreur avec les implants mammaires, etc. Est-ce que maintenant, de nos jours, en 2024, est-ce que les risques sont encore grands ou il y a eu tellement une grande amélioration là-dessus? Il y a eu une grande amélioration là-dessus. Et avec le temps et avec les années et le recul, on est capable de dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, pourquoi c'était moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces choses. Donc, dans le temps, parlons des implants en silicone. On sait que dans les années 80, il y a eu un moratoire sur le silicone parce qu'on croyait que ça pouvait causer des maladies auto-immunes ou des cancers. Donc, le moratoire avec la FDA aux États-Unis, le Canada a suivi et on n'avait plus l'autorisation de mettre des implants en silicone. Partout ailleurs dans le monde, ils ont continué à le faire. OK? Fait qu'après ça, ils ont pris le temps, les reculs, ils ont analysé les cohortes de patientes qui avaient eu des implants, des cohortes de patientes qui n'ont pas eu d'implants, pour finir de comparer les valeurs sur les maladies auto-immunes et sur les cancers, pour se rendre compte que dans les deux groupes, les taux étaient similaires. OK. Le problème qu'on avait, c'est que l'implant était en silicone liquide. Donc, l'enveloppe de l'implant était une enveloppe en silicone solide. Et avec le temps, quand cette enveloppe-là se perçait, ça faisait du silicone qui se retrouvait libre dans le sein. Le corps faisait une réaction pour essayer de le dégrader, mais il n'y arrivait pas parce que le corps n'est pas capable de dégrader le silicone. C'était un problème. Donc, pour régler le problème, les compagnies ont fini par développer avec le temps des implants en silicone cohésif. Ce que ça veut dire que je peux prendre un couteau puis couper mon implant en deux et ça se tient comme un morceau de jello. Donc, ça ne coule plus à l'intérieur du sein. Donc, ça ne cause plus ces problèmes-là. C'est sûr qu'avec le temps, les années, dans d'autres pays, j'ai travaillé au Mexique, on avait des implants différents. On avait des implants qui étaient couverts avec du polyuréthane. Il y avait toutes sortes de choses. Puis ici, au Canada, c'est le genre de truc qu'on n'a pas le droit de mettre. Mais on a fini par développer un implant avec une petite texture. Ça nous permettait de...
la texture sur l'implant permettait à l'implant de rester dans sa position sans tourner librement dans la pochette. OK. C'est que ça nous permettait d'avoir une forme anatomique de sein. Puis ce genre d'implant mammaire-là, en reconstruction post-cancer, quand on a un sein qui est complètement naturel de l'autre côté, ça faisait une meilleure symétrie. Et on s'est rendu compte avec les années qu'il y a un très faible pourcentage des patientes qui pouvaient développer une forme de cancer à cause du mouvement entre l'implant et l'enveloppe que notre corps fait autour. OK. Ce problème-là se règle dans le sens où quand on sait que c'est ça, il faut enlever l'implant et sa capsule au complet et le problème est réglé. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on meurt, mais à cause de ça, on ne peut plus mettre ces implants-là. D'accord. C'est qu'aujourd'hui, on a encore le choix entre les salins, les implants salins et les implants en gel de silicone, mais silicone cohésif. Ah oui, OK, d'accord. Donc, il y a un risque qui est encore là, mais... Il y a toujours un risque de mettre un corps étranger dans le corps. Il y a toujours un risque d'infection. Il y a toujours un risque. Mais il n'y a pas de risque majeur. Oui. Je vais t'amener sur les maladies liées aux implants mammaires, où il y a des études qui ont été faites, puis il n'y a rien qui a été prouvé scientifiquement à ce jour. On peut pas répondre à une patiente qui a un risque de faire de la fatigue chronique, de la fibromyalgie ou des trucs comme ça liés aux implants. Ce n'est pas vérifié dans la littérature scientifique. Ouais. Peut-être que ça le sera un jour, mais pour l'instant, on peut pas. Pour l'instant, on peut pas. Et puis aussi, parfois, ça dépasse aussi lorsque la difficulté ou comment je veux dire, le mal-être qu'on a au niveau de nos seins, chaque individu, chaque femme... Absolument. Je veux dire, chaque personne doit mettre les risques et les bénéfices dans sa balance. Oui, tout à fait. Oui. Donc, avec ça, il y a, on parlait d'implants mammaires, il y a beaucoup de chirurgies esthétiques qui se font à l'extérieur du Canada, dans d'autres pays. Est-ce que souvent on court après le fait que c'est moins cher? Tu as sûrement eu des cas où malheureusement la patiente revient avec des difficultés. Puis on ne parle pas d'un cas. On parle de plusieurs cas. Le problème que je soulève avec ça, je pense que c'est signé pour aller dans un pays qu'on ne connaît pas, avec un système de santé qu'on ne connaît pas, avec des normes sanitaires qu'on ne connaît pas, mais qui ne sont pas tout le temps l'équivalent de ce que nous avons ici au Canada. Tout à fait. Pour aller se faire opérer par une personne qu'on ne connaît pas, puis qu'on a juste vu des revues sur un média social. Exactement, tout à fait. L'aventure est risquée. Puis le problème, il y a pas, on se comprend, là, il n'y a pas un chirurgien qui n'a pas de complications. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Si un chirurgien n'a aucune complication, c'est qu'il est assis dans son salon et qu'il n'opère pas. Je comprends. Tout chirurgien est à risque d'avoir des complications, mais quand tu es au Québec, puis ton chirurgien est dans un pays à 8 heures d'avion, il ne peut pas s'occuper de toi. Exactement. Mais quand les patientes reviennent ici, ils se retrouvent dans les milieux hospitaliers quand le problème est assez important pour les amener directement à l'hôpital. Mais ça va encourir d'autres risques et d'autres frais pour ces patientes-là qui viennent puis qui ont gardé leur sous pour aller se faire opérer, mais... Oui. Et finalement... Et qui n'ont pas le résultat escompté. Exactement. Mais on n'a pas ni recours pour elles. Je peux pas rien faire pour les aider. Puis si je veux essayer de corriger le problème, malheureusement, ça va être des frais supplémentaires. C'est ça. Alors finalement, l'aventure peut... L'aventure peut drôlement mal tourner. Mal tourner. Donc, mais il n'y a pas non plus... je sais pas, je parle à travers mon chapeau, là, mais est-ce que on prévient le fait... parce que moi, j'en connais beaucoup qui s'en vont ailleurs pour faire. Est-ce que au niveau de Santé Canada, il y a une prévention qui est faite vers les voyageurs? Comment on appelle les voyageurs médicaux? Les voyageurs médicaux. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais je ne pense pas qu'il y en ait. C'est ça, oui. Il y a beaucoup de...
Tu sais, maintenant, tout se fait par les réseaux sociaux. Exactement. Tout se fait par les réseaux sociaux. Puis si, telle personne qui est suivie par tant de dizaines de personnes dit que c'est bon, ça doit être bon. C'est ce qui est pour moi une référence non valable. Ben oui, bien sûr. Puis tu peux prendre la chance de le faire. Certaines prennent la chance de le faire, puis reviennent, puis sont contentes parce qu'ils n'ont pas de problème. Mais les patientes qui se retrouvent dans mes cliniques avec les seins ouverts, le ventre réouvert parce que les plaies ont réouvert. Puis les cuisses. Je veux dire, parce que quand ils vont là-bas, tant qu'à y aller, ils font tout faire en même temps. Ils font tout faire. C'est tellement pas cher. Puis ils reviennent, puis tout est ouvert, tout est infecté, qu'il y a des plaies partout, qu'il y a du pus qui coule partout. Ils sont drôlement malheureuses et drôlement mal prises, les patientes. Je veux dire, médicalement, on les traite. Mais les complications, les résultats de ces complications-là leur appartiennent. Exactement. Puis c'est un pensée si bien. C'est un pensée si bien. Tout à fait, oui. Je poursuis ma conversation avec Dr Michel Tardy. Alors, Michel, en 2018, tu as relevé un grand défi, soit celui de participer à la première greffe du visage au Canada. Moi, j'ai lu ça, j'étais « wow, c'est incroyable » parce que souvent, on est un commun des mortels, donc on ne sait pas quelles sont les chirurgies qu'on peut faire, mais greffer, et aussi, j'ai vu que le visage devait être compatible. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles. Comment que c'est arrivé, ça, et au niveau de l'opération exactement? En fait, c'est une chirurgie qui s'est faite à plusieurs reprises d'ailleurs, qui s'était faite à plusieurs reprises dans le monde. Okay. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Dr Daniel Borsuc à Maisonneuve, qui a été formé aux États-Unis et qui a, dans l'hôpital où il était, a appris à faire ces choses-là. Donc, il est revenu à Maisonneuve en disant, tiens, peut-être qu'on pourrait le faire pour rendre service aux patients. Il a développé une expertise. Puis, en fait, c'est un travail d'équipe. C'est un travail multidisciplinaire. Donc, tant les chirurgiens que les anesthésistes, que les médecins, psychologues qui vont... les psychiatres, par contre, ils vont voir les patients avant, après, pour s'assurer, parce que c'est un point de non-retour. Pour mettre les médecins en oncologie, parce que quand on fait une greffe, que ce soit une greffe de rein, de cœur, de poumon, faut donner des médicaments pour éviter qu'il y ait un rejet de la greffe aux patients. Comment ajuster ces niveaux-là? Donc, c'est nos hémato-oncologues qui font ça. Donc, c'est un grand travail, une grande équipe. Et puis moi, chacun de nous autres avait notre petite partie à faire. C'est qu'on s'est pratiqué pendant plusieurs mois à faire les dissections. Puis pour arriver à opérer le patient. Le patient, exactement. Puis comment un visage de quelqu'un d'autre peut devenir compatible? En fait, ça prend les tests sanguins. Sanguins aussi. Ça prend les tests sanguins pour s'assurer que le groupe sanguin et certains autres facteurs sont compatibles. Fait que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et c'est pas simple, exactement. Mais alors, la greffe du visage, elle se fait en partie ou bien c'est tout le visage Ça dépend des besoins des patients. OK. Dans notre cas, à nous, c'était un visage inférieur, un 2 tiers inférieur. OK. Parce qu'il y avait besoin au niveau du nez, des mâchoires, puis tout ça. D'accord, oui. Et puis, ça a été ton plus grand défi? Ça a été un super beau défi d'équipe. D'équipe, exactement. Ça n'a pas été mon plus grand défi. Oui, exactement, parce que là... Parce que on parle de... Tu sais, parallèlement, on a 2 patients, un dans une salle d'opération... Qui donne son visage, puis un autre qui va recevoir le visage. Donc, on était 9 chirurgiens à travailler dans 2 salles différentes. Puis ça a duré comme 30 heures total.
C'est qu'on avait chacun, dans notre planification, on avait chacun nos parties à faire et on s'est adressé à ces parties-là. Ah oui, OK. Alors, et si je te pose la question maintenant, ton plus grand défi à toi, à part de ça c'était un défi d'équipe, est-ce que... Mon plus grand défi, à moi, reconstruction complexe. Oui. Souvent, nos chirurgiens oncologues à Maisonneuve vont enlever des morceaux... atteints par les cancers, les sarcomes, un os, un muscle, des nerfs, puis il faut reconstruire l'ensemble des choses en étapes, puis faire ça organisé. Je te parle d'une chirurgie de 2 jours. 2 jours? 18 heures par jour. Ouf! Okay. Ça, c'est probablement mon plus grand défi. OK. Sur 2 jours différents. Wow. Faire la première partie, fermer la première partie, attendre, s'assurer que tout est correct, le patient aux soins intensifs pendant la nuit, ramener le patient le lendemain, puis poursuivre les interventions jusqu'à temps que ça soit complété. Ouais. Incroyable. Puis tu dis ça avec autant de sérénité, je sais que ça fait partie de ton quotidien. Ça l'a fait partie de mon quotidien longtemps. Je dirais que les grosses interventions, j'en fais moins. OK. Je rajeunis pas. C'est plus difficile s'en remettre. Ça arrive encore parfois avec les cas d'urgence qu'on opère, j'opère toute la nuit. Je commence ma journée à 8 heures le matin, j'opère toute la nuit, puis je sors de la salle d'opération à 8 heures le lendemain matin parce qu'il y a eu des urgences, des appels, des trucs comme ça. Mais puis la journée se continue avec 60, 70, 80 patients à la clinique. On se retrouve à travailler 36 heures. Quand j'avais 25 ans, 30 ans, ça récupérait facilement. Maintenant, je traîne ma fatigue vraiment plus longtemps. Mais j'entends ça, mais moi, j'aimerais te dire que là, entre l'hôpital, la clinique Maderna, tu es quand même impliqué socialement. Tu sièges au conseil d'administration de la Fondation Jean-Marc Paquette et également président d'honneur de leur tournoi de golf annuel. Alors, Michel Tardy, elle a beaucoup de pain sur la planche et puis s'investir comme ça. Puis cette mission, c'est quoi la mission de la Fondation? Qu'est-ce qui t'a attiré là? La mission de la Fondation, la Fondation est là pour aider les femmes avec des cancers de sein. Ah, OK, d'accord. OK? C'est essentiellement Jean-Marc Paquette, qui était le fondateur de Paquette et Associés, qui est la plus grande firme de huissiers au Québec. Sa sœur, à lui, est décédée en jeune âge d'un cancer de sein en laissant des enfants en bas âge. Puis ce monsieur-là s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se produise? Donc, il a commencé cette fondation-là, ça fait plus que 35 ans. Il a commencé à ramasser des sous, puis organiser les affaires, puis de là est né 2 grands programmes. Le programme Clara. Donc, ils ont acheté un autobus, acheté de l'équipement pour faire des mammographies, pour être capable d'envoyer l'autobus dans les villages pour aller faire des mammographies à des femmes qui n'avaient pas accès à des traitements, aux examens de dépistage. Donc, puis parallèlement à ce programme-là, ils ont développé Saphir, qui est un service d'aide financière rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais pas, une patiente, jeune âge, cancer de sein, enfant, enfant à la maison, est obligé d'arrêter de travailler, pas d'assurance. Comment on peut faire pour se débrouiller avec tout ça parce qu'elle n'a pas le choix d'arrêter de travailler pour faire sa chimio puis ses traitements. Donc, la Fondation va analyser les dossiers et aider à payer des factures. Donc, la Fondation ne donne pas d'argent, mais va payer les loyers, va payer un compte de téléphone, va donner des cartes cadeaux pour être capable d'aller faire l'épicerie, pour manger, pour donner une pause, un répit, puis enlever un stress sur les patients. Je trouve ça formidable. Ah non, mais vraiment, c'est une belle mission. Donc, on comprend pourquoi. C'est entièrement en cohérence avec la personne que tu es et puis ce que tu fais aussi. Ce que je fais, absolument. Ça me touche. Ces patientes-là, je les vois dans mes cliniques à chaque fois. Voilà, exactement. Je sais que tu participes également à des missions humanitaires. Donc, est-ce que tu en fais encore? Je sais que tu en avais fait au Mexique. J'en ai fait beaucoup. Oui. Ces temps-ci, ça l'a tombé un peu avec le COVID. Le COVID,
je recommence tranquillement à avoir des amis qui me disent « Hey, ça va revenir. Oui. Ça va revenir parce que ça me fait du bien. » Exactement, oui. C'est beau de penser qu'on va donner du temps et donner de la qualité de vie aux enfants, puis qu'on va les opérer gratuitement. Mais ça me fait du bien à moi. C'est ça la vraie raison. Ben oui. Ça va nécessairement revenir. Oui, j'en doute pas. Docteur Michel Tardy, donc Michel, nous avons demandé à ton adjointe de te décrire et elle a eu ces mots, très humaine, à l'écoute et offre à chacune et chacun un service personnalisé. De plus, une de vos patientes qui désire garder l'anonymat mentionne que vous êtes empathique, proche des gens et que vous prenez le temps nécessaire en consultation pour bien vous assurer que la cliente comprenne la procédure d'opération. Donc, autour de vous, vous avez des gens qui vous reconnaissent, qui te reconnaissent alors dans ton humanité. Comment que tu te sens par rapport à ça? Je te dirais que j'ai en quelque part un petit fond de moi qui a un petit syndrome de l'imposteur. Oui, ça, c'est bon de l'entendre. Mais j'essaye de le tasser. Oui. Ça me fait plaisir de recevoir ça parce que c'est ça que je voudrais à leur place. Oui. Puis c'est comme ça que je me sens bien. Oui. C'est comme ça que je suis contente d'avoir... J'aime la relation avec les patients. J'aime prendre soin d'elles. J'aime tenir leurs mains quand elles s'endorment. Me dire, inquiète-toi pas, là, je suis là. Oui. Je m'en occupe. Laisse-toi aller. Puis quand je fais mon geste chirurgical, c'est très coupé. C'est très différent. On désinfecte, on met les champs. Maintenant, j'ai un travail à faire. Oh, d'accord. Mais le reste autour me fait du bien. Oui, c'est les ça. Relations. Puis comment voir les patientes sont heureuses. Oui. Y a-t-il un petit quelque chose que je peux faire pour corriger une affaire que t'aimes pas ou est-ce que je peux l'adresser ou pas? Prendre le temps, prendre l'attention. Oui. Ah, ben c'est ça. Puis, Michel, merci d'avoir mentionné un petit peu le syndrome de l'imposteur parce que la question que je veux aussi te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais justement à une jeune femme qui voudrait maintenant embrasser le métier de chirurgienne plastique et esthétique? C'est bon de mentionner que malgré toutes ces années, il y a toujours un petit truc qui perdure. Qu'est-ce que tu leur dirais? La chirurgie garde humble. Oui. On peut faire mettre toutes nos connaissances, toutes nos techniques, nos habiletés au service de ça, mais il y aura toujours des complications possibles. Il y aura toujours des... Puis ça nous garde humbles. Puis quand ça arrive, il faut qu'on prenne le pas de recul, dire qu'est-ce qui s'est passé. À ma jeune, je dirais, lâche pas. Si tu as fait toutes les étapes, si tu es passé au travers de ta résidence, si tu as bien réussi tes examens, c'est parce que tu es capable de le faire. Vas-y, ma grande, fonce, aie confiance en toi. Il y a une différence entre la confiance et la surconfiance. Ah oui, tout à fait. Il y a une différence entre les deux. Oui. Alors, je t'écoute, tu es inspirante comme femme, comme chirurgienne aussi, avec ce que tu donnes autour, l'impact que tu crées aussi. Alors, est-ce qu'il y a des femmes ou des personnes qui t'ont inspirée, toi, tout le long de ton chemin? Avec le recul, je te dirais que je n'ai pas saisi exactement au bon moment ce que chacune de mes anciennes patronnes ont dû vivre pour être des femmes chirurgiennes, des femmes médecins dans les années avant nous autres. Exactement, mon cœur va à Dr. Yvette Bonny,
Je ne sais pas, Marjorie, si tu connais Dr. Bonny. Bien sûr, tout à fait. Dr. Bonny, elle a l'âge de mon père. Oui. J'allais visiter ma tante qui travaillait sur le département de pédiatrie à Maisonneuve, puis je rencontrais Dr. Bonny, je me disais, ouais, elle l'a. Ah ouais. Mais quelle femme incroyable, quelle femme connaissante, quelle femme inspirante, quelle femme déterminée, quel courage. Ah oui. Dr. Bonny s'est fait dire quand elle était toute jeune que les écoles de médecine, ce n'était pas pour les femmes. Voilà, en effet. Puis elle a décidé qu'elle faisait ça. Elle a fait son chemin. Elle est partie de son pays pour arriver ici au Québec. Tout à fait. Elle est devenue une sommité. C'est la première femme qui a fait une greffe de moelle osseuse chez un enfant ici au Québec. Oui. C'est un monument, cette femme-là. Tout à fait. Mais je peux pas m'empêcher, elle m'intimide parce que je peux pas m'empêcher de penser par tout ce qu'elle est passée pour y arriver. Oui. Par tous les commentaires qu'elle a dû avoir. En effet. Ma formation en chirurgie, moi, était au début des années 2000. Puis encore au début des années 2000, j'ai eu des commentaires particulièrement dérangeants. C'est pas de ta faute si t'es pas capable de faire ça, c'est normal. Tu es né avec 2 chromosomes X. Ça m'horripile encore quand j'en parle aujourd'hui. Puis ça, c'est des années 2000. J'ose espérer que ça a changé avec le temps et les années. Je sais que les universités travaillent beaucoup là-dessus. Mais je me reporte dans les années 60 et 70. Ah oui, tout à fait. Quel courage ces femmes-là ont dû avoir pour y arriver. Puis curieusement, quand je suis devant ces grandes femmes-là, ça m'intimide. C'est bon, ça m'intimide un peu. Oui. Je les admire beaucoup, puis je sais comme pas comment interagir avec elles. C'est incroyable parce que déjà avec tout ce que toi tu as amené comme expérience, etc. Mais c'est toujours ça, c'est d'inspirer l'autre. On continue à inspirer malgré tout. Alors je rappelle que Dr Yvette Bonny, d'origine haïtienne, qui est rentrée au Québec dans les années 60, j'ai eu l'occasion de la recevoir à Vivement les femmes. Belle émission à écouter, mais je suis particulièrement contente que tu aies mentionné son nom. Parce qu'elle reste encore un petit peu inconnue de certaines personnes. Donc, alors, on arrive sur notre fin, oui. Donc, est-ce qu'il y a un défi, un rêve à réaliser rapidement, prochainement? Est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose au niveau de la clinique Maderma? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu faire? Je veux continuer à faire du bien. Je veux continuer de m'impliquer. Oui. Parfait. Je peux t'ouvrir une petite porte? Oui, Est-ce que j'ai quelques secondes pour ouvrir une petite porte? J'ai une de mes amies qui est cardiologue à l'Institut de cardio qui m'a recrutée l'année passée pour pédaler pour le grand défi Pierre Lavoie. Oui. Donc, pour promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes. J'ai décidé de m'impliquer et j'ai convaincu mon équipe que les sous ramassés pour aider... chaque équipe est jumelée avec une école primaire pour essayer de donner des sous aux écoles primaires pour favoriser les jeunes à bouger. Puis, j'ai réussi à les convaincre de parrainer mon école primaire quand j'étais jeune, en Gaspésie, là-bas. Puis, j'essaie de... Je trouve ça le fun de garder le lien puis d'essayer d'encourager, même si même si j'habite plus là-bas. Voilà, de la région. De la région, de leur donner eux aussi la chance d'arriver à bouger, à se tenir en forme, à éviter les hôpitaux. On est sympathique, mais plus de loin que de proche. On veut pas trop être avec les médecins à l'hôpital. Voilà. Super. Ben super. Alors, on t'encourage là-dessus. Donc, c'est déjà la fin. Donc, merci beaucoup, Dr Michel Tardy, d'avoir présenté avec beaucoup d'humilité ce secteur d'activité qui est souvent critiqué. Donc, merci de nous avoir mis en lumière tous ces aspects. Tu contribues au bien-être physique et psychologique de bien des gens. Donc, merci pour cet impact sociétal. Alors, je rappelle que mon invité est Dr Michel Tardy, chirurgienne plastique et esthétique, spécialiste
spécialiste en reconstruction et fondatrice de la clinique en soins médico-esthétiques Maderma. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine.